Bienvenue, frères d'armes. Bienvenue sur Stratégos, la chaîne où nous explorons les grands leaders et stratèges qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous analyserons la vie de George Marshall, l'architecte de la victoire alliée lors de la Seconde Guerre mondiale et le créateur du célèbre Plan Marshall, qui a reconstruit l'Europe après le conflit. Un homme dont la vision stratégique et le leadership ont transcendé le champ de bataille. Avant de plonger dans son héritage, laissez un like, commentez vos impressions, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Stratégos pour continuer à découvrir l'histoire des grands commandants et stratèges. Que l'histoire commence. Première partie, les premières années et la formation. Le 31 décembre 1880, dans la petite ville d'Uniontown, Pennsylvanie, naquit George Catlett Marshall. Sa famille, aux racines profondément américaines, vivait à une époque de transformation nationale, marquée par la consolidation progressive des États-Unis, en tant que puissance émergente. L'histoire du jeune George est donc encadrée par un pays qui grandissait avec une soif d'expansion et la volonté d'intervenir sur la scène internationale. L'enfance de Marshall se déroula dans un environnement où le respect, la discipline et le sens du devoir étaient des valeurs fondamentales. Ses parents, des gens aux convictions fermes, lui inculquèrent l'amour de l'éducation et du service public. Dès son plus jeune âge, George manifesta un vif intérêt pour l'organisation, l'ordre et surtout, la discipline. Ces traits de sa personnalité trouveraient un terrain fertile dans la vie militaire qu'il allait bientôt embrasser. Vers la fin du 19e siècle, les États-Unis étaient passés d'un pays agricole en expansion vers l'Ouest à un acteur aux aspirations mondiales. La guerre hispano-américaine de 1898 fut un tournant qui ouvrit la voie à des interventions plus fréquentes hors de ses frontières. George Marshall, alors encore un jeune garçon, a grandi avec l'image d'un pays ferme dans ses actions, désireux de se montrer au monde comme une puissance respectée. En 1899, George franchit une étape déterminante. Il intégra l'académie militaire de West Point. Là, la formation rigoureuse et les codes militaires forgèrent plus fortement ses valeurs. Chaque journée comprenait un entraînement aux tactiques, à la stratégie et au leadership, ainsi qu'un programme académique exigeant. Le jeune cadet se distinguait par sa ténacité, mais surtout par sa capacité à analyser les situations avec sérénité et à élaborer des plans clairs. Durant ces années, il est apparu que sa vocation ne se réduisait pas à une obéissance aveugle, mais qu'elle s'orientait vers la conception de la guerre comme science et discipline, cherchant le moyen le plus efficace d'organiser les troupes et d'exploiter les ressources. À sa sortie de l'école, son premier contact avec la réalité belliqueuse arriva dans un contexte qui, paradoxalement, se développa à l'ombre de la guerre hispano-américaine. Bien que le conflit soit pour l'essentiel terminé lorsqu'il commença sa carrière active, Marshall perçut la ferveur expansionniste que vivait sa nation après sa victoire sur l'Espagne. Cet environnement d'euphorie patriotique et de consolidation territoriale façonna sa perspective sur le rôle des États-Unis dans le monde. Une puissance aux responsabilités qui allait au-delà de ses frontières. Le grand tournant de sa jeunesse militaire arriva cependant avec la Première Guerre mondiale. L'Europe entière brûlait dans un conflit sans précédent. Marshall fut témoin de la cruauté et de la complexité d'un affrontement moderne, où la planification et l'approvisionnement étaient aussi importants que le courage sur le champ de bataille. Son ascension au sein de l'armée fut due à son œil critique et à sa capacité à préparer et à conduire les hommes sous son commandement dans des opérations à grande échelle. Sa contribution à la planification des mouvements de troupes devint un facteur clé du succès de plusieurs détachements américains. Les leçons que Marshall a absorbées durant la Première Guerre mondiale se sont gravées dans son esprit comme des principes fondamentaux. La coordination logistique, l'importance du moral du soldat et la nécessité d'une stratégie claire combinant la force brute et les technologies émergentes. Dans ses rapports avec les autres officiers, il s'est forgé une réputation d'homme méthodique, réfléchi et fiable, capable de garder la tête froide sous la plus forte pression. Ainsi forgea-t-il sa réputation de stratège militaire. L'expérience de la guerre lui a montré à la fois la valeur de la détermination et les conséquences de sous-estimer l'ennemi ou de se fier à des plans peu solides.
Il a aussi appris que la victoire ne dépend pas toujours du nombre de troupes, mais de la qualité du leadership et de la préparation préalable. Ces expériences non seulement cimenteraient sa carrière, mais le prépareraient à des défis encore plus grands dans les décennies suivantes. Deuxième partie, ascension dans l'armée. Dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, George Marshall s'est trouvé confronté à un scénario changeant pour l'armée de son pays. Les États-Unis étaient devenus un acteur important de la politique internationale, mais dans l'entre-deux-guerres, les ressources militaires ont été réduites de manière drastique. Pour beaucoup d'officiers, cela a supposé un retour à la routine de garnison et à un entraînement limité. Cependant, Marshall a saisi chaque occasion pour perfectionner sa formation et transmettre aux autres les leçons qu'il avait apprises en Europe. En travaillant comme instructeur dans diverses écoles militaires, il s'est consacré à perfectionner les programmes d'entraînement et les méthodes de commandement, cherchant à intégrer dans les troupes une mentalité agile et disciplinée. Il savait que l'expérience brutale de la Première Guerre mondiale avait révélé l'importance de la logistique, de la planification à grande échelle et de la bonne communication entre les commandements. Son obsession pour la préparation et l'amélioration continue se reflétait dans chaque exercice, chaque leçon et chaque document qu'il rédigeait pour l'armée. Au fur et à mesure qu'il gravit les échelons, il a gagné l'admiration et la confiance de nombreux supérieurs. Ses premières étapes de sa carrière intermédiaire, bien qu'elles n'aient pas été exemptes de défis, comme le manque de financement et le désintérêt général pour la vie militaire, ont modelé sa vision de la manière dont une armée moderne devait être organisée. Marshall était convaincu que l'efficacité militaire ne dépendait pas seulement du nombre d'hommes, mais aussi de la qualité et de la cohésion des forces. Le développement des jeunes officiers, l'adoption de nouvelles technologies et l'intégration de tactiques flexibles sont devenues ses obsessions personnelles. En 1939, le monde rallumait la mèche d'un nouveau conflit. L'invasion de la Pologne par l'Allemagne a marqué le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Cette même année, Marshall a été nommé chef d'état-major de l'armée des États-Unis. Soudain, il s'est retrouvé aux portes de la plus grande des épreuves, avec l'obligation de préparer l'armée à un défi sans précédent. Ce qu'il fit d'abord fut de pousser à la transformation profonde des forces armées. Les États-Unis, après une longue période isolationniste, étaient loin de posséder une armée de la magnitude qu'exigeait un conflit mondial. Le Congrès doutait de la nécessité de soutenir un grand effort de guerre, et l'opinion publique ne voulait pas être entraînée dans une autre guerre européenne. Mais Marshall, avec un pragmatisme formidable, a misé sur le renouvellement de la structure de commandement, l'élargissement et la modernisation de la formation des officiers et sous-officiers, et la dotation des troupes d'un équipement conforme aux exigences de la guerre mécanisée. Il comprenait que la lutte ne se déroulerait pas sur des champs de bataille statiques, mais à l'échelle planétaire. De l'expérience de la Grande Guerre, il tirait la certitude que la logistique et la coopération avec les Alliés seraient cruciales. Il réussit, par le biais de négociations diplomatiques et d'un leadership ferme, à établir des plans conjoints avec le Royaume-Uni et, plus tard, avec l'Union soviétique. Marshall ne se contentait pas d'une perspective limitée. Sa stratégie visait une guerre totale, capable de confronter les puissances de l'Axe sur tous les fronts. Lorsque le Japon attaqua Pearl Harbor en 1941, les États-Unis entrèrent officiellement en conflit. Marshall avait déjà élaboré des plans de contingence. Il savait qu'une mobilisation économique et militaire inédite serait nécessaire. Son habileté résidait dans sa capacité à coordonner les politiques, les industriels et les chefs militaires. Tandis que le président Franklin D. Roosevelt communiquait les objectifs globaux, Marshall s'occupait des détails, organiser l'envoi de troupes en Europe et dans le Pacifique, concevoir des opérations conjointes avec les Britanniques et superviser le flux constant de fournitures aux forces déployées à travers le monde. Par le biais de conférences avec les hauts commandements alliés, Marshall a toujours plaidé pour l'unification des efforts, synchroniser les attaques, éviter la duplication des ressources et maintenir le moral des soldats élevé. Sans sa main ferme, la communication entre les différentes armées alliées aurait été beaucoup plus chaotique. De sa position stratégique à Washington, il s'est érigé en grand cerveau, qui impulsait la production massive d'armements,
la formation de nouvelles recrues et la composition d'unités spécialisées, le tout avec le regard fixé sur une issue victorieuse pour la coalition. Durant ces premières années de conflit, les valeurs qu'il avait cultivées depuis West Point et les enseignements de la Première Guerre mondiale se sont fusionnés pour donner forme à une armée moderne et flexible, capable de gagner des batailles tant dans l'Atlantique que dans le Pacifique. Il restait encore un long chemin à parcourir pour assurer la victoire finale, mais l'empreinte de Marshall était déjà indéniable. Un leader qui, avec constance et vision, jetait les bases de la machine militaire qui allait changer le cours de l'histoire. Troisième partie. La Seconde Guerre mondiale. L'année 1942 marqua un nouveau tournant dans la carrière de George Marshall. La planification des invasions alliées commença par le nord de l'Afrique. Un scénario crucial pour contenir l'avancée de l'Axe et ouvrir une voie vers le cœur de l'Europe. L'opération Torch, qui commença en novembre de cette année-là, fut l'un des premiers pas pour tester la capacité de coordination entre les forces américaines et britanniques. Marshall, de son poste à l'état-major, joua un rôle déterminant en traçant la stratégie des débarquements et en assurant que les ressources, troupes, navires et fournitures arrivent au point clé. Affronter le défi logistique de transporter des milliers d'hommes sur les côtes africaines était complexe, mais son expérience antérieure et son insistance sur la planification détaillée se révélèrent inestimables. Après la stabilisation de la situation en Afrique, la Sicile devint le prochain objectif. Pour Marshall, la priorité consistait à affaiblir la capacité de l'Axe en Méditerranée et à jeter les bases d'une attaque directe sur la péninsule italienne. Cette étape stratégique, menée à bien en 1943, fut un succès. Les Alliés capturèrent l'île, forcèrent la démission de Mussolini et accélérèrent la défaite des forces fascistes. Mais l'effort impliquait de comprendre les tensions entre les chefs militaires ayant des visions différentes sur la manière de procéder. Dwight D. Eisenhower, commandant des forces alliées, et Bernard Montgomery, général britannique au caractère fort et à la stratégie plus prudente, se heurtèrent souvent dans leurs approches. Marshall sut arbitrer entre ces personnalités, orchestrant une coopération qui serait vitale pour soutenir l'élan offensif. La campagne d'Italie, commencée peu après, mit en évidence les limites et la dureté d'un front qui, malgré la reddition officielle de l'Italie, était encore farouchement défendu par les Allemands. Pour Marshall, l'objectif restait de maintenir la pression et de détourner les forces de l'Axe, tandis que se préparait le véritable coup de maître, l'invasion de Normandie, le jour J. Entre 1943 et 1944, Marshall consacra d'innombrables heures aux préparatifs de cette opération décisive. Avec Eisenhower, il conçut un plan qui nécessitait une précision mathématique et une coordination jamais vue. Il fallait aligner l'infanterie, les parachutistes, les blindés et le soutien aérien, sans oublier la logistique d'approvisionnement. Le 6 juin 1944, les plages de Normandie devinrent le théâtre de l'un des débarquements les plus importants de l'histoire militaire. Bien que Marshall n'ait pas été physiquement sur le front, sa main se faisait sentir dans chaque détail de l'opération. Sa capacité à gérer les conflits, à affecter les ressources efficacement et à maintenir un front commun entre Britanniques et Américains fit la différence. La relation avec des leaders comme Eisenhower et Montgomery fut parfois tendue. Mais la détermination de Marshall à privilégier la victoire alliée aux égaux militaires permit de mener l'invasion à bien. Pendant que le front occidental avançait, Marshall continua de superviser les aspects cruciaux de l'approvisionnement et de renforcer l'idée d'une guerre totale. Ces décisions tactiques et logistiques accélérèrent la libération de la France et précipitèrent l'avancée vers l'Allemagne. Au fur et à mesure que les troupes traversèrent le Rhin et que le Troisième Reich chancelait, la stratégie élaborée par Marshall et les hauts commandements alliés montrait son efficacité. La défaite du Troisième Reich en mai 1945 consacra Marshall comme l'un des grands artisans de la victoire alliée en Europe. Sa réputation s'affermit, et avec la fin de la guerre, les États-Unis émergèrent comme un leader mondial. Marshall savait que la destruction laissée par les combats ne se réparait pas seulement par des discours, et il commença à envisager un nouveau rôle pour son pays dans l'après-guerre, anticipant les efforts de reconstruction à venir. À la conclusion du conflit en Europe,
son nom cessa d'être uniquement celui du chef d'état-major. Il devint la figure clé symbolisant le pouvoir américain et la volonté de forger un monde plus stable. Ses prochaines étapes le mèneraient à des postes où sa capacité d'organisation, son pragmatisme et son leadership seraient indispensables pour définir le nouvel ordre international. Avec la guerre terminée sur le vieux continent, la carrière de Marshall prit un tournant vers la diplomatie et la reconstruction, marquant le début d'une étape cruciale dans son héritage. Quatrième partie, le plan Marshall. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, George Catlett Marshall fit face à l'un des plus grands défis de sa vie. Abandonner la rigidité de la hiérarchie militaire pour embrasser un environnement totalement différent, celui de la politique internationale. Lorsqu'il assuma le poste de secrétaire d'État des États-Unis, il le fit avec le poids des succès obtenus lors de la victoire alliée et la nécessité urgente de stimuler la reconstruction d'un continent ravagé par la guerre. Cette tâche, aussi monumentale qu'elle puisse paraître, allait devenir l'étape définitive pour consolider sa figure comme l'un des grands artisans de l'ordre mondial de l'après-guerre. La transition d'un rôle de leader militaire à celui de figure politique ne fut pas exempte d'obstacles. Marshall se trouva dans un environnement où la lutte ne se menait pas avec des armes et des divisions, mais avec la diplomatie, les accords et une vision d'avenir. Durant son temps comme chef d'état-major, il avait appris que la force d'un pays ne dépendait pas exclusivement de son appareil militaire, mais de sa stabilité économique et de sa capacité à forger des alliances solides. Cette connaissance, ajoutée à son caractère ferme et pragmatique, se révélerait inestimable pour son prochain grand projet. Sauver l'Europe de l'effondrement financier et social dans lequel elle était plongée après des années de conflit. En 1947, Marshall présenta au monde une initiative radicale et ambitieuse qui, par la suite, porterait son nom, le plan Marshall. Il s'agissait d'un programme d'aide économique à grande échelle pour les pays européens dévastés. L'objectif était double. D'un côté, empêcher que la misère et l'instabilité ne permettent l'avancée d'idéologies extrémistes, en particulier le communisme soviétique, à un moment où se dessinaient les tensions de la guerre froide imminente. De l'autre, la reconstruction de l'Europe était vue par Marshall comme un moyen de relancer le commerce international et de renforcer les liens de coopération, alimentant une interdépendance qui servirait de barrière contre de futurs affrontements d'envergure mondiale. La genèse du plan Marshall ne fut pas exempte de débats internes aux États-Unis. Certains pensaient qu'investir des ressources à l'étranger signifiait abandonner la priorité nationale. Cependant, Marshall et le président Truman coïncidèrent sur le fait qu'à long terme, un continent allié et économiquement solide favoriserait la paix et la prospérité mondiale, bénéficiant également à l'industrie et à l'économie américaine. Le plan, qui injecta des milliards de dollars en Europe durant les années suivantes, réussit à revitaliser la production agricole et industrielle de pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest et le Royaume-Uni, créant un climat de stabilité sans précédent. Les effets de cette initiative se firent sentir non seulement dans la rapide récupération européenne, mais aussi dans la nouvelle architecture internationale. Avec l'Europe en voie de reconstruction, les États-Unis renforcèrent leur position de puissance mondiale et principal promoteur de la démocratie libérale dans le monde. De plus, le plan Marshall constitua l'une des premières manifestations de la politique de confinement américaine face à l'Union soviétique, introduisant une dimension économique à la rivalité idéologique qui allait marquer la guerre froide. L'influence de Marshall s'étendit au-delà de la conjoncture immédiate. Sa pensée stratégique contribua à la création ou à la consolidation d'institutions clés pour le nouvel ordre mondial, comme l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou le FMI, Fonds monétaire international, qui fournirent des cadres de coopération militaire et financière respectivement. Ces institutions renforcèrent l'idée que la sécurité collective et la prospérité partagée étaient les piliers pour éviter de nouvelles catastrophes belliques. La figure de Marshall incarna ainsi la transition des États-Unis d'un géant militaire qui avait écrasé les puissances de l'Axe à un acteur diplomatique engagé pour la stabilité mondiale. Son travail comme secrétaire d'État et artisan du plan Marshall consolida son pays comme leader incontesté de l'après-guerre, avec pour mission de promouvoir le développement économique et la sécurité collective. L'empreinte qu'il laissa sur la politique internationale se perçoit dans la structure même des relations occidentales, qui, depuis lors, reposent sur la coopération multilatérale et l'interdépendance économique.
Cinquième partie, dernières années et héritage. Les dernières années de la vie de George Catlett Marshall ne furent pas synonymes d'une retraite paisible, mais plutôt d'une nouvelle facette du service public au sein des tensions mondiales émergentes après la Seconde Guerre mondiale. Ayant été l'un des stratèges clés du triomphe allié et l'artisan de la reconstruction européenne, Marshall devint une figure indispensable également durant les premières années de la guerre froide. La confiance qu'il inspirait au président Harry Truman et à la société américaine le poussa à accepter un rôle encore plus exigeant. Secrétaire à la Défense. La guerre de Corée, commencée en 1950, marqua un tournant crucial dans la politique étrangère des États-Unis. Le pays faisait face à une nouvelle forme de conflit, hybride entre les intérêts locaux de la péninsule coréenne et la menace globale représentée par l'Union soviétique et le communisme en expansion. Marshall, avec son calme habituel et sa capacité d'organisation, se chargea de gérer la stratégie militaire et diplomatique dans un contexte particulièrement délicat. Les soldats américains et leurs alliés combattaient sur un territoire étranger, tandis qu'à Washington se débattait la possibilité d'une escalade pouvant aller jusqu'à l'utilisation d'armes nucléaires. Le leadership de Marshall au département de la Défense se caractérisait par sa volonté d'éviter des décisions précipitées qui pourraient déclencher un choc direct avec l'Union soviétique. Son expérience dans la coordination internationale et sa vision à long terme furent décisives pour contenir la crise. Il chercha à équilibrer la nécessité de freiner l'avancée communiste en Asie et, en même temps, d'empêcher une conflagration mondiale aux proportions catastrophiques. Gérer les tensions avec le général Douglas MacArthur, qui pressait pour une intervention plus musclée pouvant mener à un affrontement direct avec la Chine, fut l'un des défis les plus notables de Marshall. Malgré son profond respect pour la carrière de MacArthur, il n'hésita pas à maintenir la ligne de prudence définie par Truman pour éviter une escalade nucléaire. Parallèlement, les relations internationales se durcissaient. Le monde se divisait en deux blocs idéologiques opposés, et la voix de Marshall en faveur du dialogue et d'une contention équilibrée résonnait comme une option sensée pour éviter un conflit majeur. Il comprenait que le succès des États-Unis ne résidait pas simplement dans la force brute, mais dans la consolidation d'alliances et dans l'utilisation efficace de la diplomatie. Son prestige, déjà incommensurable après la Seconde Guerre mondiale, fut couronné par le prix Nobel de la paix en 1953. Cette récompense reconnaissait son rôle décisif dans la conception et la mise en œuvre du plan Marshall, un programme qui avait non seulement permis la reconstruction économique de l'Europe, mais avait également servi de barrière contre l'expansion du communisme sur le vieux continent. Le Nobel fut un événement qui consacra Marshall comme l'un des grands artisans de la paix au XXe siècle, malgré avoir consacré une grande partie de sa vie à la discipline militaire. Tout au long de sa carrière, il accumula des décorations et des reconnaissances qui reflétaient son extraordinaire ampleur de service. Il fut l'homme qui promut la victoire militaire alliée et en même temps, lutta pour la reconstruction des nations vaincues. Ainsi, il se consolida comme un symbole de la diplomatie américaine, incarnant l'idée que la force et la diplomatie peuvent coopérer pour forger un monde plus stable. Finalement, en 1959, à l'âge de 78 ans, George Marshall décéda, laissant derrière lui un héritage de dimensions historiques. Sa carrière, marquée par la transition entre la Première Guerre mondiale et la consolidation de la guerre froide, avait englobé les domaines les plus exigeants de la direction militaire et de l'architecture diplomatique. Rares sont les figures ayant laissé une empreinte aussi profonde sur l'histoire moderne des États-Unis et du monde. Son nom est associé non seulement à la victoire militaire et à la contention de menaces globales, mais aussi à la volonté de reconstruire ce que la guerre avait détruit. L'empreinte de Marshall se ressent encore aujourd'hui dans la politique internationale. Sa ferme croyance en l'importance de la coopération entre les nations a inspiré la construction de nouvelles institutions et d'accords multilatéraux qui continuent de rythmer les relations globales. Avec sa mort, les États-Unis ont perdu l'un des leaders les plus influents et respectés de leur histoire contemporaine, un homme dont les enseignements en stratégie, diplomatie et responsabilité morale restent une référence indiscutable pour ceux qui étudient et exercent l'art de gouverner dans un contexte mondial complexe. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon like, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, et partagez la vidéo pour atteindre plus de monde et permettre à ce projet de continuer à grandir. À bientôt, frères d'armes.